Dans une précédente capsule, j'ai expliqué comment le concept de communauté de destin pour l'humanité s'enracinait dans une relecture du concept smithien et marxiste de division internationale du travail. Or, il faut maintenant rajouter que cette récupération, cette réinterprétation du concept smithien et marxiste de division internationale du travail a une portée critique. La Chine socialiste de Xi Jinping, infléchit le sens désormais et les règles de la division internationale du travail. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle elle s'expose aux critiques du G7. Il est tentant de la diaboliser en accusant les moyens dissuasifs dont elle ferait usage. C'est ce que fait par exemple François Godement ou ce que fait aussi Abigail Vasselier dans La Chine à nos portes, une stratégie pour l'Europe, où ces deux auteurs semblent finalement reprocher à la Chine de défendre ses intérêts. Mais ces jugements se heurtent aux affirmations de Xi Jinping pour qui, je le cite, aucune civilisation n'est supérieure ou inférieure à une autre. C'est ce qu'il dit au tome 2 de la gouvernance de la Chine. Voyez par exemple page 677. Et c'est la raison pour laquelle il propose une version tout à fait nouvelle de ce libre-échange, de ce que nous appellerions libre-échange. Il affirme au sein de l'ONU les normes universelles d'une nouvelle ère, opposées à celles de l'universalisme belliciste et hégémonique des XXe et XXIe siècles. Universalisme occidental tout de même très profitable aux intérêts économiques et financiers de l'Occident, sur l'inflation toujours croissante du budget américain et de la défense, et sur la comparaison de la philosophie et les budgets politiques militaires américaines et chinoises. Voyez par exemple l'article de Bruno Gig « La chute de l'aigle est proche », publié en 2019 sur le net. Et c'est contre cet universalisme, en réalité très intéressé, très particulariste, belliciste et hégémonique, que la Chine propose non pas une guerre contre le libre-échange, mais une régulation de ce libre-échange au moyen d'une nouvelle normalité. Ce nouveau libre-échange réclame la redéfinition de normes universelles, c'est-à-dire susceptibles d'être acceptées par tous les pays du monde, des normes universelles de gouvernance qui soient non pas imposées par la puissance militaire à des nations réfractaires, en tout cas subordonnées, mais discutées pacifiquement et conclues ou refusées par le dialogue et la concertation, donc d'égal à égal. Voyez par exemple sur ce thème le discours du 28 septembre 2015 de Xi Jinping dans le tome 2 de la gouvernance de la Chine, page 651. Xi Jinping souhaite que cette redéfinition réponde à une demande de justice économique en matière de répartition de richesses. Il faut, je le cite, agrandir et surtout, souligne-t-il, mieux répartir le gâteau pour garantir l'équité et la justice. Fin de citation. Dit Xi Jinping, qui rappelle à ce propos le succès du socialisme à la chinoise, puisque entre 2012 et 2017, 700 millions de personnes sont tout de même sorties de la pauvreté en Chine. C'était, on s'en souvient, l'objectif du premier objectif de centenaire. On se souvient aussi de la contribution financière massive de la Chine d'aide à l'étranger pour résorber les effets de la crise financière internationale de 2008, la crise des subprimes. Xi Jinping insiste aussi sur l'approfondissement de la qualité des liens dans les relations internationales par les nouvelles routes de la soie qui sont déjà approuvées sur le principe des accords gagnant-gagnant par une centaine de pays. Enfin, ajoutons que cette exigence de justice inclut la responsabilité écologique pour l'amour des générations futures, comme on a l'habitude de le dire, Xi Jinping invoquant la voie d'un développement vert, je le cite,
un développement vert et bas carbone pour construire un monde propre et beau. Vous voyez par exemple sur ce sujet la recherche de nouvelles formes d'énergie et la création de centrales nucléaires à thorium. Enfin, on voit que deux conceptions opposées du libre-échange sont à distinguer. Aux partisans d'un libre-échange moins-disant qui, au nom de la concurrence, réclament toujours moins d'États et de normes et qui profitent donc ainsi à la dérégulation des marchés financiers au profit d'une oligarchie financière, Xi Jinping oppose un libre-échange socialiste, interventionniste et engagé à satisfaire les intérêts fondamentaux des peuples. La métaphore des deux mains en résume la stratégie. La main invisible, c'est-à-dire le jeu de l'offre et de la demande, et la main visible, c'est-à-dire le contrôle volontariste du marché au nom justement de cette justice, ces deux mains faisant fonctionner de concert la justice économique et la justice écologique. Il s'agira donc d'un libre-échange, mais sans volontarisme, et de liberté, mais sans laisser aller ni laisser faire. Vous voyez, c'est assez subtil comme équilibre. La métaphore d'une main visible qui doit compenser les inconvénients oubliés du jeu de la main invisible est soulignée dans le discours du 28 septembre 2015 lors de la 70e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Une leçon de libre-échange où liberté ne signifie plus licence, liberté laissée à toute forme de concurrence. Voilà la conception de la justice que sous-tend ce syntagme d'une communauté de destin pour l'humanité. Voilà quelle dimension critique elle contient et on peut comprendre que les pays avancés, d'Europe de l'Ouest en particulier, et des États-Unis, et spécialement aux États-Unis, l'oligarchie financière qui pilotait, qui profitait de cette libéralisation sans frontières et dérégulée des marchés financiers, spécialement depuis la chute du mur de Berlin, depuis les années 90, on comprend que ces puissances voit l'émergence croissante de la Chine, voit la popularité croissante de cette doctrine géopolitique comme une menace à leurs privilèges, à leurs prérogatives, et qu'elle crie à la dictature, car effectivement, pour cette oligarchie financière mondialisée, l'essor, l'avènement des BRICS, des pays du Sud, menés par la Chine, sera très probablement leur défaite, signera très probablement la fin de leur règne. Mais ce n'est manifestement pas une mauvaise nouvelle pour tout le monde, puisque vous savez que plus de 140 pays participent actuellement au projet mondial des routes de la soie, et même si sous la pression américaine, l'Italie s'en est récemment retirée, le projet reste largement suivi, soutenu, plébiscité par un très très grand nombre de peuples. Alors, il n'est pas dans mon propos de faire des pronostics, de lire dans la boule de cristal, mais nous sommes manifestement, en tout cas, à un tournant, et il est intéressant, utile et intéressant d'en prendre la mesure, de l'analyser pour essayer de le comprendre à notre niveau, quel qu'il soit. Je vous propose de continuer cette analyse dans une prochaine capsule, d'aller un petit peu plus loin dans l'analyse de ce concept de communauté de destin, de la conception de la justice et de la morale qui l'enveloppe. Je vous souhaite en attendant une belle journée à tous.